Allez, il est 10h06, ça va faire venir les gens de commencer, donc je vous propose qu'on démarre ce webinaire qui a pour titre «Favoriser les coopérations économiques pour répondre au marché des Jeux olympiques et paralympiques de 2024». Vous l'aurez compris, aujourd'hui, les Jeux olympiques et paralympiques, on va en parler, on va essayer de comprendre en quoi le sujet concerne le Grand Est dès aujourd'hui, alors qu'on parle de 2024 et qu'on parle de Paris, mais on va surtout se servir des Jeux comme prétexte pour aborder le sujet de l'accès des petites entreprises et notamment des entreprises de l'économie sociale et solidaire à la commande publique. On sait aujourd'hui que une formule qui fonctionne assez bien pour permettre à ces structures de répondre au marché public et du coup se positionner sur des opportunités auxquelles elles n'auraient pas eu accès sinon, c'est de travailler, de s'associer avec d'autres types d'entreprises. Donc on va se questionner sur la logique de ces groupements interentreprises, sur leur efficacité, sur les difficultés à en former. Et pour ça, on a aussi l'exemple des Jeux qui va nous permettre de vous présenter ce qui est en train d'essayer d'être fait sur ce projet. On a la chance, pour commencer, d'avoir avec nous ce matin Ophélie Garnier, responsable du pôle commande publique Grand Est chez Grand Innov Plus, pardon, ainsi que Hervé Formel, responsable des achats responsables, chargé achats responsables, pardon, à la région Grand Est, qui vont pouvoir du coup, dans le cadre d'une petite interview pour bien vous réveiller ce matin, répondre à quelques questions et nous donner tout simplement une vision qui, je pense, est nécessaire sur les achats responsables et solidaires et sur ce qui est déjà fait et sur ce qu'on peut améliorer. Dans le cadre de la relance et de la crise économique qu'on traverse actuellement, le sujet de la commande publique devient particulièrement prégnant et c'est aussi pour ça qu'on est très heureux de pouvoir avoir des spécialistes du territoire qui viennent nous en parler. Voilà. Bonjour à tous les deux. Est-ce que vous nous entendez bien et est-ce que vous pouvez communiquer avec nous? De mon côté, oui, je vous entends très bien et j'espère que c'est la même chose de votre côté. On vous entend parfaitement. Ophélie, peut-être? Moi, je vous entends très bien, j'ai aucun souci, voilà. Donc j'espère que c'est pareil. C'est pareil, en Ok, effet. c'est parfait. Je vais arrêter le partage pour vous mettre en vedette. Et je vous propose tout de suite, en fait, Ophélie, peut-être de vous présenter et de présenter ce que vous faites avant de passer à Hervé et de pouvoir enchaîner avec quelques questions. Ok, merci déjà pour l'organisation de cet événement et pour l'invitation. Donc moi, je suis responsable d'un dispositif, d'un service qui s'appelle Commande publique Grand Est au sein de l'agence Grand Innov Plus, qui est une agence de développement économique et d'innovation sur le territoire du Grand Est. Notre mission à nous, c'est d'aider les entreprises à se positionner sur les marchés publics, alors tous les marchés publics et toutes les entreprises, issues du Grand Est bien sûr. Quand on parle des marchés publics, c'est à la fois les marchés de travaux, de fournitures et de services, et c'est à la fois les marchés qui vont se passer en région Grand Est, mais aussi partout en France et à l'international. Voilà, on a un certain nombre d'outils, mais je pense qu'on va y revenir un peu plus en détail. Voilà, la Parfait, merci présentation. beaucoup. Monsieur Formel, est-ce que vous pourriez vous présenter également et nous présenter ce que vous faites au sein de la région, s'il vous plaît? Alors, Hervé Formel, bonjour à tous. Moi, je suis le chef du service appui aux politiques achats, la direction de l'achat public donc de la région Grand Est. On mène avec la petite équipe que je dirige tout ce qui est, on va dire, connexe au marché en termes d'appui et d'accompagnement des 350 acheteurs que compte la région. Et en particulier, on gère, on suit, on accompagne l'ensemble de nos collègues dans la mise en place de tout l'aspect développement durable, puisque la région a, depuis 2017, un SPASER, donc un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsable, et que le parti pris depuis 2007, c'est qu'on soit une petite équipe dédiée en appui à l'ensemble donc, des 350 acheteurs pour les aider à définir les éléments de développement durable dans leurs achats. Parfait, merci beaucoup. J'enchaîne tout de suite avec une question. Comme on a vos deux points de vue, est-ce que vous pourriez du coup, l'un après l'autre ou ensemble, nous dire comment on fait en fait pour relever le défi d'une commande publique responsable et solidaire? Ophélie, j'y vais, je commence. Oui, Hervé, je préfère que tu commences sur ce Je point. commence. Donc, je l'ai évoqué dans ma présentation, il nous semble, nous, important de dire que quand on est du côté des acheteurs publics, le plus important, c'est la décision politique. Et donc, le SPASER, en tout cas chez nous, a été l'occasion
que les élus réfléchissent, avec les services bien sûr, mais que les élus réfléchissent à ce que pourrait être ce schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Donc, avoir une politique dédiée, c'est déjà mieux. C'est pas suffisant. Après, j'évoquais le fait que justement l'équipe dédiée était là pour accompagner les acheteurs de la région. L'ensemble des acheteurs ne peuvent pas être des spécialistes dans tous les domaines. Et celui-ci, quand on parle du développement durable, en particulier le volet environnemental, est quand même très vaste. Et on ne peut pas avoir 350 spécialistes de ces sujets-là. Donc, la décision politique et puis une organisation interne qui permet un accompagnement réel et on espère efficace pour que nos consultations puissent intégrer ce type de disposition. Donc, une fois qu'on a dit ça, après, qu'est-ce que ça veut dire en termes de commande publique? Ben, c'est revenir et mettre en place un certain nombre de dispositions qui vont permettre, pour rester dans le sujet de la matinée, accès des PME, TPE et structures de l'ESS, des dispositifs qui vont permettre de repérer là où on peut avoir une action concrète. La première pour nous, c'est bien sûr réaffirmer l'allotissement la commande publique nous impose. On a quelquefois, dans les grosses collectivités, le sentiment que si on fait des paquets cadeaux, des grosses consultations, ce sera peut-être plus simple. Notre boulot, c'est de retravailler avec l'ensemble des services pour allotir le plus finement possible pour qu'effectivement les plus petites entreprises, celles de l'ESS mais pas que, puissent avoir accès à nos marchés. Donc l'allotissement, la définition du juste besoin, là aussi, ne pas être dans la surenchère en termes d'attente d'une entreprise. On qualifie son besoin et on qualifie les exigences qu'on va avoir envers les entreprises en fonction de ce besoin-là et pas une fois de plus en se disant qui peut le plus, peut le moins. Non, il faut calibrer effectivement en fonction de la réalité, j'allais dire, de l'offre de service locale. Ce qu'on entend beaucoup, c'est aussi la difficulté d'accès à la commande publique sur les aspects administratifs. Donc, tout ce qui renvoie à la simplification administrative est en place chez nous et ça nous apparaît hyper important. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on demande les signatures uniquement aux titulaires sur les actes d'engagement. On ne sort pas toute la batterie administrative au moment où on est au stade de la candidature. On allège au maximum les aspects administratifs pour se concentrer, une fois qu'on connaît le titulaire, effectivement, à récupérer ces éléments-là. Et puis, dernièrement, ce sera en place, toujours sur cette logique de simplification administrative, ce sera en place avant la fin de l'année sur notre profil acheteur, un système très simple où une entreprise, par simple renseignement de son numéro de SIRET, par un système informatique, l'ensemble des pièces administratives seront aspirées des données nationales, c'est-à-dire que l'entreprise n'aura plus à faire ce travail quand elle se référence sur notre site à mettre un certain nombre de documents administratifs. Et à l'inverse, quand elle déposera une candidature, nous, on pourra aspirer ces documents. Donc, en gros, pour faire simple, les entreprises, quand elles se positionneront sur un marché de la région, n'auront plus quasiment qu'à se concentrer uniquement sur leur offre technique et leur offre de prix. Tout l'aspect administratif sera réglé de façon automatisée par ce système informatique. Si on va du côté de l'ESS en particulier, nous, on tente de développer au maximum les marchés réservés dans nos commandes. On s'est fait un devoir dans le service que je dirige à accompagner donc, nos acheteurs pour repérer tous les opérateurs de l'ESS qui seraient susceptibles de répondre aux besoins à partir du moment où nous, on en a connaissance, en leur disant, voilà, l'idée, ce n'est pas de privilégier à tout craint l'ESS, mais en tout cas, avant de lancer vos consultations, laissez-nous le temps de regarder si on a potentiellement des opérateurs de l'ESS susceptibles de répondre à vos besoins. Et de la même façon, sur ce qu'on appelle, nous, les petites commandes, donc plutôt les moins de 25 000, on a le même système de sourcing pour l'ensemble de nos collègues dans le cadre d'achats directs sur les marchés négociés sans mise en concurrence préalable. Et ça aussi, on tente, nous, de le développer.
Merci beaucoup. Vous avez déjà dit beaucoup de choses, donc pour essayer pas de récapituler, ça serait un peu prétentieux de ma part, mais pour répéter un peu les mots-clés qui ont été énoncés. D'abord, une volonté politique. Il faut souhaiter faire ces efforts-là pour décider de mettre en place une politique dédiée. Ensuite, une équipe en interne qui va travailler spécifiquement sur ces questions et pouvoir répondre justement à l'ensemble des acheteurs qui souhaiteraient mettre en place notamment des clauses environnementales ou en tout cas des critères au sein des marchés. La question de travailler avec les partenaires locaux et avec des fournisseurs locaux, connaître les savoir-faire de son territoire pour pouvoir du coup évaluer quel est vraiment son besoin et comment les acteurs peuvent y répondre, notamment un travail qui est effectué avec les opérateurs de l'ESS, mais pas que, puisque l'idée c'est bel et bien de favoriser l'accès à la commande publique pour l'ensemble des petites entreprises, et puis des nouveaux outils mis en place pour simplifier les démarches administratives. Et vous disiez que c'était des détails, mais c'est vrai que ce sont des détails extrêmement importants pour les structures pour qui c'est toujours un peu compliqué de se lancer dans toute une démarche avec un énorme dossier à constituer quand on n'est pas sûr de gagner à la fin. Et c'est bien la règle de la commande publique. Ophélie, est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à toutes ces mesures mises en place et nous expliquer un peu comment vous travaillez sur les marchés publics avant qu'on passe à la question suivante? Alors non, enfin, si les mesures mises en place par la région sont très claires, hein. Ce qu'on peut simplement compléter, c'est que effectivement le volet responsable, il est aussi du côté des entreprises. C'est-à-dire les acheteurs publics sont mobilisés, alors pas tous évidemment de manière égale, hein, mais il y a une vraie tendance. Maintenant, il faut que les entreprises qui ont cette volonté d'être responsables ou qui sont du secteur de l'ESS se fassent connaître aussi. Il y a un vrai besoin pour les acheteurs publics, comme pour sans doute les autres acheteurs de tout type, hein, de connaître l'offre, de savoir ce qui existe en matière d'offres ESS, d'offres responsables, d'offres écologiquement responsables, socialement, etc. Et il faut que les entreprises fassent vraiment le pas de se faire connaître. Elles peuvent approcher leurs acheteurs publics, qu'ils soient locaux ou plus lointains. Alors les locaux seront évidemment toujours plus sensibles à une entreprise implantée sur leur territoire, mais il y a vraiment ce pas à sauter, je dirais. Il faut Et, faire bien, il faut le faire savoir. et comment concrètement, quand on est une entreprise, moi je suis une TPE ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire, concrètement, comment je me fais connaître justement? Alors, certaines collectivités ont mis en place des dispositifs de sourcing, donc des systèmes qui permettent enfin des appels en gros à candidature pour repérer les opérateurs. Certains ont comment dire, des consultations en ligne pour des opérations de sourcing, donc pas forcément pour des marchés, mais simplement des consultations qui cherchent à identifier des prestataires sur telle et telle action à mener en amont des marchés eux-mêmes. Et puis, il y a toujours, on essaye de mettre en place au sein de nos activités, la côté commande publique Grand Est, on l'a fait jusqu'à présent en Alsace de manière récurrente, on va essayer de déployer ça sur le Grand Est, des événements de rencontres entre entreprises et acheteurs publics, que ce soit thématique, que ce soit par acheteur, que ce soit par secteur d'activité. Ces rencontres qui s'organisent hors consultation, hein, puisque quand un marché public est publié, les rencontres ne sont plus possibles. Par contre, en amont de ces marchés ou hors contexte de marché, les entreprises peuvent se faire connaître et les événementiels sont des bons moments avec des rendez-vous d'affaires, comme on peut en avoir, je crois, dans le cadre des 48 heures de l'achat responsable d'ailleurs, hein. Régulièrement des événements, il faut profiter de ces opportunités pour se faire connaître et faire savoir ce qu'on peut faire en matière de prestations responsables, je dirais. La prochaine étape pour vous à passer pour progresser dans cette démarche-là, ça serait laquelle? Vous avez, du coup, Ophélie, vous avez mentionné le sourcing, le fait que ça soit maintenant aux entreprises de se faire davantage connaître. Est-ce que, Hervé, vous souhaitez, enfin, pour vous, c'est quoi la prochaine étape à passer du côté de la région? La prochaine étape, enfin, je plus sois, comme on dit, à tout ce que vient de dire Ophélie. Il faut effectivement se faire connaître. Se faire connaître, Ophélie l'a dit, c'est les rencontres, y participer dès qu'elles sont organisées par la CRES dans le cadre de ces espressos. Mais il y a tout un tas de salons où l'ESS a sa place. D'ailleurs, j'ai cru voir dans les participants au webinaire que quelqu'un des APF était présent. Il se trouve que nous, on a lancé un marché dans l'expérimentation achat innovant avec APF Entreprises et que c'est bien au cours d'une de ces rencontres qu'on a été amené à se rencontrer et que APF Entreprises m'a présenté ce qu'ils étaient capables de faire. Donc on voit bien qu'au-delà de la présence et de se faire connaître, ça peut derrière amener de l'action, amener du business. Je rappellerai aussi que pour ce qui concerne l'ESS, il y a 3 sites dédiés en région Grand Est, donc acheter responsable Grand Est, un
un site piloté par IAE Grand Est et puis sur le volet proprement alsacien Zig et Zag, où moi, il me semble important que les structures puissent se référencer. Nous, systématiquement, je parlais tout à l'heure du sourcing qu'on peut faire pour le compte de nos acheteurs, le premier réflexe qu'on a, c'est de faire tourner ces 3 outils-là pour voir si d'emblée il y a des structures qui sont référencées. Donc ça aussi, pour moi, se référencer sur ce type de site est incontournable. Et puis, moi je rappellerais que si le sourcing était toujours un peu difficile pour les acheteurs publics, hein, ça ne fait pas si longtemps que ça, j'allais dire, que la commande publique en fait, parce qu'on avait toujours des difficultés, la peur du contentieux. Aujourd'hui, c'est clairement affiché dans le code de la commande publique. On a y compris, nous, à l'interne, chez nous, mis en place une charte spécifique pour accompagner justement les 350 acheteurs pour mener à bien et de façon cohérente et tout en restant dans les règles, donc un sourcing de qualité. Et puis, en dehors des moments de consultation qu'évoquait Ophélie, il ne faut pas hésiter à prendre contact en direct avec les acheteurs pour aller leur montrer, leur présenter l'offre de formation. Avant hier soir, j'étais avec une structure, alors certes pas de l'ESS, mais une TPE qui a demandé à avoir un échange avec moi et qui m'a présenté son offre de service. J'ai fait un compte-rendu. Le compte-rendu est dans un coin, et quand je dis dans un coin, il n'est pas sous le meuble perdu. Il est vraiment dans le dossier des offres potentielles. Et si demain, on avait un besoin qui émergeait assez proche de ça, ben on saurait qu'on a déjà potentiellement cette ressource à disposition. Parfait, merci. Petit éclairage technique pour les personnes qui seraient moins au fait que vous. Quand vous parlez d'achat innovant, ça s'inscrit dans quel cadre? Juste parce que je pense que tout le monde ne connaît pas forcément le dispositif. Alors, en décembre 2018, l'État a mis en place par décret une expérimentation qui est valable pour 3 ans, donc qui finira à fin 2021 et qui donne la possibilité aux acheteurs publics, dans le cadre d'une expérimentation, donc de faire des marchés sous forme d'achat innovant. Alors, ce qui est particulier par rapport à ce décret-là, c'est qu'on peut faire des marchés négociés sans mise en concurrence préalable jusqu'à hauteur de 100 000 euros. Donc déjà, il y a une augmentation significative du seuil. Et habituellement, quand on parle de marché d'innovation, on doit, dans un premier temps, avoir la certitude que ce qu'on va acheter n'est pas sur l'étagère, n'existe pas a priori. Dans le cadre de cette expérimentation, l'exigence est moindre, c'est-à-dire qu'on peut être sur une innovation, mais une innovation, j'allais dire, sur une partie de ce qu'on peut acheter. Donc, l'État a souhaité, pour 3 années, expérimenter ce dispositif pour effectivement permettre à l'innovation d'émerger sur les territoires. On peut supposer que le législateur, l'État, à la fin de l'année 2021, fera un bilan de ce qui aurait été mis en place par les uns et les autres pour voir si ça devient une règle, j'allais dire, ad vitam, ou si elle abandonne le principe. Mais en tout cas, nous, ça nous a apparu sur le dossier que j'évoquais précédemment, pour lequel on a signé un contrat donc avec APF Entreprises. Ça nous a paru être une bonne solution. On était effectivement, de notre point de vue, dans l'innovation et ça nous permettait de travailler en phase avec, quand je dis en phase d'une part dans les objectifs, mais sous forme de phasage, j'allais dire, de l'opération et du marché qui nous permettait, chemin faisant, d'inventer quelque chose ensemble avec le prestataire. Super, merci. Donc effectivement, souvent on a l'impression que les marchés, il va y avoir trop de concurrence, que c'est trop gros, trop volumineux pour y répondre. On a déjà parlé ce matin d'un certain nombre d'outils qui permettaient de rendre ces marchés plus accessibles. Maintenant, c'est aussi important de retenir qu'il y a différents types de marchés, différentes procédures à mettre en place et que les achats innovants, c'est justement une manière de conclure des contrats assez importants.
enfin 100 000 euros, c'est important comme seuil, sans pour autant passer par les procédures de mise en concurrence et de publicité classiques, justement à cause à cause ou grâce de ce caractère innovant. Donc finalement, ça rejoint quelque part un peu aussi cette démarche de simplification pour les plus petits marchés qu'on dit de gré à gré, qui permettent aussi du coup à des plus petites structures de se positionner. Pour les plus gros, il y a cette logique de groupement dont on va pouvoir reparler. Peut-être qu'Ophélie, vous souhaitez nous en dire un mot sur ces coopérations économiques et comment ça peut participer à permettre aux entreprises de se positionner sur la commande publique? On peut dire deux mots. Effectivement, il y a plusieurs choses. Il y a déjà, pour les entreprises de petite taille, à ce que disait Hervé tout à l'heure, il y a l'allotissement. À savoir, une entreprise peut répondre sur un marché qui est important, mais qui est alloti, que ce soit en lot géographique ou en lot technique. Une entreprise peut répondre sur un seul lot. Une entreprise artisanale qui fait de la plomberie peut se positionner sur le marché d'un gros bâtiment en ne proposant qu'une réponse sur le lot plomberie. Ce n'est pas un problème, c'est autorisé, c'est faisable et l'acheteur public doit prendre en compte l'ensemble des réponses. Donc ça, c'est un premier point. Après, effectivement, des entreprises peuvent travailler ensemble de plusieurs façons. Soit elles peuvent travailler en sous-traitance sur des marchés importants, c'est-à-dire ne pas être en première ligne, ce qui les décharge aussi de l'aspect administratif du marché, d'une complexité de la réponse, etc. Mais elles peuvent être sous-traitantes et être payées directement par l'acheteur public sur des travaux qu'elles vont réaliser. Et puis, au-delà de ça, effectivement, il y a la co-traitance, comme vous le citiez, où des entreprises peuvent répondre à plusieurs sur un marché public et se positionner chacun en fonction de ses compétences propres pour répondre ensemble sur un groupement qui sera momentané. On ne demande pas aux entreprises de fusionner, de faire une joint venture ou quoi que ce soit, c'est simplement ponctuellement pour répondre à un marché, elles s'organisent, chacun prend le morceau qui lui convient, elles se mettent d'accord ensemble sur la réponse, puisque c'est un groupement et c'est pas chacun sur son petit morceau, mais c'est une réponse groupée, et ça peut effectivement se faire. Et dans ces groupements peuvent tout à fait participer des entreprises, je dirais, classiques et des entreprises de l'ESS. Merci beaucoup. Dans le chat, une petite question, si on peut répondre rapidement, parce qu'on va pas tarder à conclure la table ronde pour passer à la partie suivante. Cet achat innovant a été fait dans quel domaine? Demande Martine Schneider. Alors, dans le domaine, on va dire, alors, il y a un outil informatique derrière, mais en tout cas, nous, la logique, c'est de bien connaître notre empreinte économique et géographique, justement, liée à nos achats. Aujourd'hui, les outils informatiques dont on dispose, que ce soit du côté des finances ou du côté de l'achat public, ne nous permet pas d'avoir une lecture très, très fine de l'ensemble de nos 1500 fournisseurs annuels. Donc, on a mis en place un système donc, avec APF Entreprises dans le cadre de ce marché d'innovation. On leur fournit, nous, pour faire simple, une liste de l'ensemble de nos factures payées et eux vont chercher sous forme, via l'open data, l'ensemble des informations liées à nos fournisseurs et font tourner un logiciel qui nous permet, nous, de récupérer des données pour qualifier l'ensemble de nos fournisseurs, que ce soit en termes géographiques ou en type d'entité. Voilà. On sera capable, à la fin de l'année, en appuyant sur un bouton, de dire que sur 2020, par exemple, l'ensemble des marchés de la région sont pour X% en direction des TPE, X% en direction de l'ESS, pour tel montant financier. Voilà, un outil de cette nature, de suivi et de connaissance de notre empreinte économique et géographique de nos achats. Merci beaucoup d'y avoir répondu. Une dernière question dans cette table ronde adressée à tous les deux, effectivement. J'ai évoqué la relance économique dans mon introduction. Aujourd'hui, la commande publique, ça reste une opportunité qui est régulière avec des collectivités qui payent en temps et en heure, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les clients, de tous les demandeurs. Comment la commande publique en Grand Est peut jouer un rôle dans la relance économique du territoire? Alors, si je reprends la suite, hein, on a identifié un certain nombre de chiffres au niveau des plans de relance, que ce soit dans le cadre du Business Act régional ou du plan de relance français. Au niveau du plan de relance, la région a annoncé elle-même investir 50 millions d'euros dans la rénovation de son patrimoine. Donc 50 millions d'euros, ça va être des travaux sur des bâtiments qui appartiennent à la région. Donc, on peut penser aux maisons de région, on peut penser aux lycées notamment. Donc ça, c'est des investissements. Ces investissements, ça va être des travaux. Du côté de l'État, ont été annoncés 92 millions de dotations supplémentaires aux collectivités.
Donc ça, c'est des financements qui vont être gérés ensuite par des communes ou des intercommunalités pour réaliser notamment des travaux d'amélioration des bâtiments au niveau énergétique. Voilà, c'est de l'investissement. Donc tout ça, ça va se traduire en marché public. Alors, on les attend. Il y a des travaux qui doivent démarrer encore en cette fin d'année 2020 et puis ça va prendre de l'ampleur sur 2021. Donc au niveau du plan de relance, côté commande publique, c'est essentiellement ça. Il y a de la rénovation des bâtiments sociaux, etc. Mais c'est beaucoup, beaucoup de marchés de bâtiments qu'on va voir apparaître très prochainement. Hervé, est-ce que vous souhaitez compléter la réponse? Merci beaucoup, Ophélie, c'était très concret. Oui, ben dans le plan de relance, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Ophélie, et puis il y a nécessairement les marchés qui, de toute façon, continueront à être lancés par l'ensemble des acheteurs publics, donc que ce soit les collectivités locales, mais aussi, bien sûr, les services de l'État. L'État annonce effectivement, pour soutenir le plan de relance, des dotations complémentaires qui vont permettre sur l'ensemble de la France, et en particulier dans le Grand Est, j'allais dire, de lancer des consultations le plus rapidement possible pour permettre une relance après les épisodes sanitaires qu'on n'a hélas pas encore fini de connaître. Merci beaucoup à tous les deux. Vous avez déjà présenté énormément d'éléments. Pour conclure, si jamais les participants ou les entreprises ont des questions, on sait maintenant qu'elles peuvent contacter Hervé Formel qui ensuite fera un compte-rendu qui ne finira pas dans un tiroir, mais qui sera utile le moment venu dans le cadre de la commande publique. Ophélie, comment on fait pour contacter RCP alors? Alors, pour contacter Commande Publique Grand Est, on a un site qui s'appelle commandepublique-grandest.fr tout simplement. Et puis juste un point de détail qu'on n'a pas abordé, mais on a aussi mis en place un agrégateur d'avis de marché public qui s'appelle Très important. apoge.org, donc apoge.org, que j'invite les entreprises à consulter, qui permet d'identifier toutes les opportunités qui vont sortir. On parlait du plan de relance, Hervé parlait des autres marchés, il y a plein de marchés qui sortent. Actuellement, il y en a 1150 qui sont à peu près en ligne, des marchés qui sont publiés sur le Grand Est, donc il y a plein de marchés. Donc allez les voir sur ce site. Et puis si vous avez des questions, effectivement, venez sur Commande Publique Grand Est, il y a matière à nous contacter. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Je tiens quand même à rappeler qu'avoir ce genre d'outils comme le réseau commande publique Grand Est ou à avoir autant de mesures mises en place par un territoire, ce n'est pas le cas du tout de toutes les régions en France. Donc je ne sais pas si je peux aller jusqu'à dire que c'est une spécificité du Grand Est, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été mises en place. On accueillera tout à l'heure Monsieur Régent, je confonds avec hier, qui pourra, désolée, j'ai confondu le prénom, c'est pas grave, enfin le nom de famille, qui pourra nous témoigner tout à l'heure de ce que c'est que travailler en groupement avec une entreprise et nous parler justement des freins et des leviers pour l'accès à la commande publique. Mais je pense que tout ce qui a déjà été dit vous donne envie, enfin j'espère en tout cas, d'oser répondre à ce genre de marché. Et puis n'oubliez pas que sur le chat, il y a des questions ouvertes et des sondages qui vous sont régulièrement posés et qui nous permettent d'alimenter le débat. Maintenant, merci encore. On va passer maintenant à l'exemple des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 qui représente 7 milliards d'euros de budget et qui du coup, évidemment, c'est pas le plus gros projet qu'il y a en France. C'est un événement qui aura lieu en 2024 et qui se prépare dès maintenant. Mais dans la manière dont ils abordent le sujet des achats responsables, vous allez voir qu'on retrouve certaines bonnes pratiques qui ont été évoquées par Hervé Formel et Ophélie Garnier et on espère que ça va vous donner envie de participer à l'aventure. Alors, je repartage mon écran. Voilà, normalement, c'est bon. Donc, juste rapidement pour le rappeler, les Jeux, c'est le plus grand événement qui a jamais été organisé en France. Il y aura 15 000 athlètes réunis sur le sol français. Il y aura des milliards de téléspectateurs et milliers de spectateurs, des millions de billets vendus et puis tellement de journalistes qui se rendront sur place qu'il y a un village dédié qui va être construit pour eux en Seine-Saint-Denis. C'est l'équivalent de 50 championnats du monde, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, mais organisés tout en même temps. Voilà. Il y a 2 instances à la tête de l'organisation des Jeux. Paris 2024, qui est vraiment en charge de l'organisation de l'événement, de l'accueil des athlètes et des spectateurs, qui a un budget total de 3,8 milliards d'euros, et la Société de livraison des ouvrages olympiques, plus court on dit la Solidéo, qui est en charge de la construction et de la rénovation de toutes les infrastructures qui vont être nécessaires à la bonne tenue de la compétition, qui ont, eux, 3 milliards d'euros de budget.
En tout, donc, ça fait 7 milliards d'euros de budget en termes d'achats, parce que les principales opportunités économiques liées au jeu, ça va se traduire par des achats publics. On en est à 2,5 milliards côté Paris 2024 et 2,5 milliards côté Solidéo. Donc, c'est assez important. Paris 2024, pas côté Solidéo, mais juste Paris 2024, estime qu'il va environ y avoir 8000 fournisseurs 8000 qui vont travailler sur l'organisation des jeux. Donc, ça donne aussi une petite comparaison avec les 1500 annuels de la région Grand Est. Donc, finalement, on se rend compte que sur un événement, il va y avoir beaucoup de fournisseurs demandés d'un coup. Mais ce qui est intéressant aussi dans la commande publique, c'est d'avoir justement cette demande continue et régulière, comme c'est le cas pour un territoire ou pour une collectivité. Très concrètement, la Solidéo, pour compléter, est un organisme public, donc c'est normal qu'elle soit soumise au code des marchés publics. Paris 2024, c'est un modèle un peu plus original. C'est par souci de transparence qu'ils se sont soumis au code de la commande publique. Ils n'étaient pas obligés de le faire puisque ils ont un statut d'association. Très concrètement, ces 5 milliards euros d'achat, ça va se traduire, enfin, ils vont s'exprimer ou en tout cas être générés dans un certain nombre de secteurs d'activité, une quarantaine pour être plus précis. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de voir très bien la cartographie des achats et du coup quels sont les secteurs concernés, mais il faut vous dire que ça va vraiment de la construction à la prestation de restauration, en passant par des services de blanchisserie, par des services de photographie, par des services de production d'objets promotionnels, par de la structure temporaire, par la gestion des déchets. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de savoir-faire concernés. Là, en ce début de lancement de Paris 2024, de lancement de la dynamique, on était côté Solidéo, plus dans des marchés de déconstruction pour pouvoir rénover et reconstruire après. Et côté Paris 2024, dans des prestations intellectuelles, beaucoup la mise en place de services généraux. Ce qu'il faut retenir, c'est que il y a beaucoup de secteurs concernés et que les marchés ont commencé à être publiés en novembre 2018. Donc la dynamique est bel et bien lancée. Aujourd'hui, il y a près de 200 marchés qui ont été publiés, un peu plus même. C'est peu par rapport à tout ce qui va être publié jusqu'en 2024. Il va y en avoir régulièrement, ça va tomber au compte-gouttes d'ici là. On fait ce webinaire, je pense, juste au bon moment parce qu'on va avoir une accélération de cette publication en 2021, mais tout ça va générer une importante commande publique et on va pouvoir voir juste après justement en quoi Paris 2024 a essayé d'être innovant en matière d'achat. En fait, les organisateurs des jeux ont décidé de prendre le contre-pied des éditions précédentes. Les éditions précédentes des jeux ont été critiquées à raison pour un certain nombre de motifs. Le fait que ça soit du gaspillage d'argent public, le fait qu'il n'y ait pas de retombées pour les habitants des territoires. On pense par exemple à ces énormes investissements pour avoir les stades à Athènes en Grèce qu'aujourd'hui on surnomme les éléphants blancs, des espèces d'infrastructures fantômes qui malheureusement ne servent plus. On pense malheureusement au déplacement de population à Rio de Janeiro. On pense au recours à des travailleurs détachés à Londres, alors que le taux de chômage était assez important, à tel point que cette compétition qui est censée véhiculer un certain nombre des valeurs de vivre ensemble et très positives s'est retrouvée à subir de plein fouet à essuyer un certain nombre de critiques parce qu'elle ne semblait plus en phase avec les défis du moment, que ce soit au niveau environnemental ou social. Donc, quand Paris et la France a présenté sa candidature pour accueillir les Jeux cette fois-ci, c'était vraiment important de présenter une candidature qui prenne toutes ces questions-là en compte. Et c'est pour ça que, du coup, les Paris 2024 a construit une méthode inédite qui se base sur 3 axes. La première, et qui est très importante, c'est la dimension de l'héritage, donc avec une prise en compte de l'après-jeu. Les Jeux ont lieu en France pour développer le territoire. Il va y avoir un certain nombre d'actions et de choses mises en place. C'est pour ça qu'on rénove des infrastructures sportives, c'est pour ça qu'on met en place tout un label dont on reparlera juste après et toute une animation pour permettre le développement de la pratique sportive en France. Bref, l'idée, c'est que l'après-jeu, ça laisse vraiment un héritage positif sur les territoires, tant au niveau économique que sportif que culturel. Ensuite, il y a la méthode de sourcing. Qui a déjà été présentée ou en tout cas évoquée tout à l'heure lors de la table ronde. Le sourcing, c'est le principe d'aller chercher les savoir-faire et de connaître les innovations existantes en amont
pour pouvoir du coup formuler ses besoins correctement en matière d'achat. Donc le sourcing, on aura l'occasion d'y revenir juste après, c'est toute une méthode qui a été développée pour justement bien anticiper les besoins, être sûr d'avoir une réponse à son marché et qu'en plus la prestation soit correctement exécutée. Et puis enfin des jeux démonstrateurs, et c'est justement pour ça qu'on fait ce webinaire aujourd'hui. L'idée, c'est que ces jeux soient vraiment une vitrine du savoir-faire français, du savoir-faire des petites entreprises françaises et notamment celles de l'économie sociale et solidaire, mais pas que. Les jeux, l'idée, c'est aussi que ça soit un modèle qui puisse se diffuser auprès des sponsors qui soutiennent le projet, mais aussi en termes de bonnes pratiques auprès des collectivités qui s'intéressent au sujet des achats et qui n'auraient pas mis en place autant de choses que la région Grand Est a déjà fait. Donc tout ce qui est mis en place en termes de politique pour favoriser l'accès à l'ESS pour ces structures-là, l'idée, c'est que ça puisse encore une fois infuser, se diffuser, etc. Côté Paris 2024, ils ne sont pas engagés sur des objectifs chiffrés. Par contre, ils ont une stratégie responsable des achats qui est assez ambitieuse et qui là se base sur 5 piliers. Le recours à l'économie circulaire, justement pour limiter le nombre de déchets, la neutralité carbone, essayer de compenser ses émissions de CO2 au maximum, l'innovation sociale, qui est un mot un peu valise pour désigner notamment le recours aux entreprises, aux entreprises et associations de l'insertion par l'activité économique, l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ils ont notamment signé une charte avec Sophie Cluzel hier, justement pour favoriser le recours aux travailleurs en situation de handicap, tant dans leur marché que aussi dans leur fonctionnement interne chez Paris 2024. Et puis la création de valeur sur les territoires, qui pareil est un mot un peu large, un mot un peu valise, mais pour signifier que finalement, à deux offres égales, à des prix plus ou moins compétitifs dans les deux cas et avec la même qualité, ils vont privilégier l'offre qui va générer un impact positif sur le territoire en matière d'emploi, en matière de création de richesse. Donc ça, c'est important à retenir. Et on revient d'ailleurs sur cet argument de la volonté politique, finalement, qui s'exprime à travers ces 5 piliers. Quand on rentre un peu plus dans la technique, en fait, ils vont aussi vraiment mettre en place, ils ont déjà mis en place un suivi très précis de leurs fournisseurs. Donc on parle de 8000 fournisseurs qui, au minimum, devront atteindre le niveau bronze, c'est-à-dire être conformes à tout ce qui est indiqué en matière de législation. Sinon, on n'est pas éligible pour gagner le marché. Le niveau argent, c'est dire qu'on va justement aller un peu plus loin. On va être soi-même dans une démarche d'amélioration de la performance sociale, de la performance environnementale, via par exemple l'agrément ESUS ou via des labels qui garantissent un certain nombre de choses en matière de RSE. Donc typiquement, les structures de l'économie sociale et solidaire, je pense, se situent dans ce niveau-là. Mais elles peuvent aussi se situer au niveau or, où là, on est carrément dans l'innovation. Donc, on va essayer d'apporter une nouveauté pour répondre à une problématique sociale ou environnementale qui va en plus répondre aux besoins de Paris 2024. Côté Solidéo, là, on est sur une méthode un peu différente puisque la Solidéo s'est fixé des objectifs chiffrés très précis qui ont été définis avec les partenaires sociaux. Il y en a 2 chiffres à retenir. Attention, ils sont vraiment que pour la Solidéo. La Paris 2024 a sa stratégie, mais ne communique pas sur des chiffres en termes d'objectifs. Ils se donnent plutôt une obligation de moyens. Donc côté Solidéo, c'est que 25% du montant des marchés de construction, rénovation et équipement doivent être fléchés vers les 3 familles économiques que sont les TPE, les PME et les ESS, et que 10% des heures travaillées dans le cadre de l'exécution de ces marchés doivent être fléchées vers l'insertion professionnelle. Ce qui est intéressant, c'est que ces 2 règles, ces 2 objectifs ne s'appliquent pas qu'à la Solidéo en tant que telle. Ça s'applique aussi à ceux qui gagnent ces marchés, qui doivent respecter du coup le montant des heures d'insertion demandées, et puis à toutes les maîtrises d'ouvrage supervisées à qui la Solidéo délègue un certain nombre d'opérations. Par exemple, la ville de Marseille, qui va s'occuper de la rénovation de la marina pour accueillir les épreuves de voile, doit respecter ces règles-là aussi.
Du coup, la Solidéo, en général, aime bien malgré tout les structures, de l'ESS parce que, ça leur permet de cocher les 2 cases d'un coup, les 25 et les 10, notamment, dans le secteur du STPA et dans le secteur de l'insertion par l'activité économique. Ça n'empêche pas, et après je reviendrai, du coup directement sur, un peu plus tard sur la présentation de l'ESS 2024, qu'on se heurte encore à un certain nombre de difficultés, liées à la concurrence autour des marchés, liées, au fait qu'il faille, faire tout ça très vite. Parce qu'en fait 2024, ça peut paraître loin, mais pour les organisateurs, ils sont toujours dans une course contre la montre, et que c'est souvent cette course contre la montre qui nous empêche d'aller aussi loin qu'on le souhaiterait, en matière, d'achat public. Néanmoins, vous pouvez voir d'entre ces 2 axes et 2 politiques que je viens de vous, présenter, qu'il y a une réelle volonté, et puis, au-delà de la volonté, des outils dont ils se sont, dotés, que vous pouvez retrouver, juste ici listés. Donc les plateformes, notamment celle ESS 2024 qu'on va présenter, dans quelques instants. La cartographie des achats que je vous ai déjà montrée et que vous retrouverez dans la présentation, qu'on vous enverra après le webinaire, qui vous permettra déjà de voir, quels sont les savoir-faire et quels sont, les secteurs d'activité concernés vraiment par les jeux. Le sourcing en direction des TPE, PME de l'ESS, savoir ce qui existe pour mieux adapter ses besoins et mieux rédiger ses marchés. Et puis, ce qui a déjà été cité comme outil pendant la table ronde, l'allotissement, des marchés réservés, des clauses, et puis aussi l'adhésion à la charte des relations fournisseurs responsables. Donc, il y a aussi des outils un peu classiques comme des chartes qui existent, qui permettent de faire des efforts dans le domaine. Pourquoi on est venu vous parler de tout ça, en Grand Est et en termes de commandes publiques? Tout simplement parce que, les Jeux concernent bel et bien toute la France, même si ça s'appelle les Jeux de Paris 2024. Donc on va pouvoir, tout de suite, accueillir, le CROSS, et je crois la région aussi, si elle est connectée, pour nous parler de cette dynamique au niveau, local. Juste avant, une petite slide qui, permet de, récapituler. Pourquoi les jeux concernent aussi les entreprises de Grand Est? D'abord parce que ce sont des marchés diffusés au niveau national, donc en soi tout le monde peut y répondre. Ensuite parce que les jeux, ne concernent pas que l'Île-de-France, il va y avoir le sport collectif à Lille, il va y avoir la voile à Marseille, il va y avoir, le surf à Tahiti. Tout ça va être confirmé fin décembre, dans le cadre du conseil d'administration de Paris 2024 qui va valider ce modèle de jeu. Mais en tout cas, déjà, il y a des épreuves olympiques qui n'ont pas lieu qu'à Paris. Il va y avoir le tournoi de football olympique qui va avoir lieu dans différentes villes de France. Et puis, il y a aussi les grands événements sportifs internationaux qui, oui, bien sûr, c'est un peu moins dynamique que d'habitude à cause du coronavirus. Mais on a eu la Coupe du monde de football pour les femmes qui a été accueillie notamment à Reims l'année dernière. Il y a du coup un certain nombre d'événements, et notamment de l'événementiel sportif qui se passe en Grand Est, et qui vont aussi constituer des opportunités en matière de commande publique, et qui peuvent être un bon jalon avant de répondre au marché des jeux, ou en tout cas une bonne référence. Dans tous les cas, tous les outils qu'on essaie de vous apporter et qu'on vous présentera juste après, ça peut vous aider à vous positionner sur ces opportunités locales-là. Enfin, et juste avant de donner la parole, aux prochains intervenants pour introduire leurs propos, le label Terre de Jeux, qui est le label lancé par Paris 2024 pour engager l'ensemble des collectivités qui le souhaitent dans la dynamique des Jeux, va aussi entraîner un certain nombre d'actions, une certaine dynamique sur le territoire, et donc des opportunités économiques. Comme vous pouvez le voir sur la slide, en Grand Est, on a 120 collectivités qui sont labellisées terres de jeux, et on en a 62 qui sont retenues centres de préparation au jeu. Qu'est-ce que c'est qu'un centre de préparation au jeu? Je pense que c'est justement le bon moment de passer la parole à nos prochains intervenants pour qu'ils puissent vous expliquer tout ça. Clément, bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Je suis Clément Bretéché, chef de projet au CROSS, le comité régional olympique et sportif Grand Est. Le 13 septembre 2017, Paris a été désigné comme ville hôte des JO de 2024. Pour le Grand Est, cela a été directement, et même dans les périodes qui précédaient la désignation, c'était vu comme une opportunité pour se faire connaître au monde entier, pour recevoir du public, du tourisme, et aussi pour développer le territoire. Donc, développer le territoire dans un sens très très large, que ce soit au niveau sportif, infrastructure, donc en général, même au niveau des emplois. Alors, un des principaux avantages de la région Grand Est, c'est premièrement sa proximité géographique avec la région Île-de-France. De Paris, de Reims, on est à 3/4 d'heure de Paris, Nancy, on est à 1h40, et Strasbourg, on est à 2 heures, donc tout ça en TGV. On est quand même relativement très très proche
de la région parisienne, ce qui est une force pour notre région. Et donc, le Grand Est se positionne effectivement comme une potentielle base arrière importante des JO de 2024. Et on peut faire du coup un parallèle avec les JO de Londres 2012, donc qui sont un mauvais souvenir pour la France et pour Paris, mais plutôt un bon souvenir pour la région Nord-Pas-de-Calais, qui avait à l'époque vu une opportunité d'être une base arrière importante des JO de Londres 2012. Donc, c'est pour Londres 2012, donc ça a permis d'avoir plusieurs impacts. Et déjà, dans un premier temps, il y a eu un premier constat. Donc, c'était que la location des équipements sportifs en Angleterre était très chère. Par exemple, pour une salle de basket, la semaine était valorisée à 60 000 €, tandis que les installations étaient mises à disposition gratuitement dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, pour les délégations, c'était quand même très, très intéressant. Et aussi, il y avait une différence au niveau du coût de la vie, puisque pour les logements et la restauration, par personne et par jour, il fallait compter 250 € par personne à Londres, contre 100 € dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, quelques exemples de retombées économiques. Donc, je vais prendre l'exemple de la délégation russe de natation, donc, qui était venue avec une centaine de personnes dans le Nord pendant une dizaine de jours. Donc, elle avait permis d'apporter 200 000 € à l'économie locale. Et donc, il faut aussi préciser que des délégations viendront en amont des JO, donc pour se préparer. Il y aura du tourisme pendant les JO, mais il y aura aussi l'après-JO, c'est-à-dire que des délégations, enfin des équipes nationales pourront encore venir s'entraîner pour préparer d'autres événements ou pour participer à des compétitions qui auront lieu dans le Grand Est. Donc, comme c'était le cas dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous me dites quand je passe à la slide suivante. Hein. Dommage. Donc, il y a aussi l'aménagement et la modernisation du territoire, donc ce qui revient à la création de marchés et donc la création d'emplois. Donc, pour les entreprises locales, c'est vraiment très intéressant. Ça avait permis de créer beaucoup d'emplois dans le Nord-Pas-de-Calais, de donner des marchés aux entreprises locales. La région, les collectivités, à l'époque, ils avaient investi 200 millions d'euros d'argent public, donc qui avait permis aussi le développement d'actions qui avait financé, du moins, des interventions et la création de marchés. Ensuite, d'un développement de la pratique sportive, là, ce qui est vraiment le plus intéressant pour nous en tant que CROSS, c'est-à-dire qu'au niveau de la région, enfin, du département du Pas-de-Calais, grâce au JO et grâce à la création et la modernisation d'installations, il y avait eu environ, et de moyenne, 20% de hausse de licenciés, donc pour les disciplines olympiques. Donc, c'était quand même très intéressant. Et je vais prendre l'exemple de la nouvelle salle de lutte à Marquise, qui avait permis au club local de passer de 200 à 350 licenciés, et au complexe gymnique d'Arc, donc qui avait permis de passer de 3300 à 2000 adhérents. Donc on voit que ça a permis vraiment un développement de la pratique sportive locale, et donc c'est tout ce qu'on espère pour le Grand Est. Parfait, merci beaucoup. Donc les diapos suivantes. Voilà, donc l'important avec les grands événements sportifs internationaux et donc les JO, c'est vraiment de réfléchir à la construction de ces événements pour qu'il y ait un héritage réel. Donc, tous les grands événements sportifs actuellement, enfin même dans les années précédentes, ont été réfléchis de façon à ce qu'il y ait un héritage, que ce soit économique, au niveau du tourisme, au niveau des emplois, au niveau de la pratique sportive. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et on voit que Paris 2024 met vraiment en avant cet aspect-là, comme le montrent ces captures d'écran. Donc, ensuite, donc là, effectivement, il y a l'héritage qui est présenté. Donc, pour ce faire, il y a plusieurs plans, donc plusieurs événements, plusieurs projets, plusieurs labels. Donc, le premier dont je vais vous parler, c'est la Semaine olympique et paralympique, donc, qui a été créée en 2017 suite à l'annonce de la désignation des JO pour Paris. Et donc, l'idée est de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et donc aussi les valeurs citoyennes. Donc, ça concerne les enseignants, les élèves et les parents de la maternelle à l'université. Et donc sont mobilisés chaque année les athlètes de haut niveau, les clubs, les fédérations sportives et les collectivités territoriales. Il y a également le label Génération 2024, donc qui permet aux écoles, établissements scolaires et établissements de l'enseignement supérieur de bénéficier d'une énergie unique des Jeux, et cela vise à développer des passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif. Donc toujours dans l'idée de développer la pratique sportive chez les jeunes. Ensuite, le label Terre de Jeux, donc, qui a été précédemment abordé. Donc, les collectivités locales sont les premiers partenaires du sport français.
Et donc, pour la première fois dans l'histoire des Jeux, Paris 2024 a souhaité associer l'ensemble des territoires dans l'aventure olympique et paralympique. Donc, cela comprend les communes, les départements et les régions. Donc, devenir terre de jeu, c'est bénéficier d'une identité exclusive pour s'associer aux Jeux, un accès privilégié aux informations, outils et événements de Paris 2024, et c'est aussi partager une expérience avec une communauté engagée et la possibilité de candidater pour devenir centre de préparation aux Jeux. Donc cela, Stéphanie vous en parlera dans les minutes à venir. Et donc le dernier exemple dont je vais vous parler, c'est l'appel à projet Impact 2024. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc c'est un appel à projet qui a été créé en 2020 par l'Agence nationale du sport, l'ANS, par le Comité national olympique et sportif français, par le Comité paralympique et sportif français et bien entendu par Paris 2024. Donc le budget est de 1,5 million d'euros en 2020 et cette opération sera prolongée tous les ans jusqu'en 2024. Pour l'instant, les budgets des prochaines années ne sont pas encore connus. Donc l'appel à projet est à destination on encourage les acteurs du terrain issus du mouvement sportif, du monde associatif et des collectivités locales qui souhaitent s'inscrire dans le processus d'innovation et de développement. Donc, elle s'adresse aux structures qui proposent des initiatives sportives innovantes et des solutions nouvelles à forte utilité sociale. Donc, plusieurs objectifs. Donc, favoriser les synergies locales entre les collectivités, les associations locales et les acteurs du sport du territoire. Contribuer à l'essaimage des outils et bonnes pratiques pour agir durablement sur le territoire, sur plusieurs territoires, donc sur toute la région pour la région Grand Est. Et enfin, de trouver des solutions innovantes pour répondre à des besoins, des nouvelles problématiques. Et donc cet appel à projet, il peut être répondu de 3 façons différentes. Donc il y a l'appel à projet local, donc qui concerne vraiment c'est les plus petits projets. Ensuite, il y a les projets régionaux et les projets nationaux. Tout en sachant que les projets nationaux, clairement, il n'y en aura pas énormément. Ce sera vraiment des projets vedettes. Il y en aura 1 ou 2 dans toute la France par an. Donc voilà pour ma partie. Donc je vais laisser Stéphanie en parler davantage, notamment des centres de préparation aux Jeux. Merci beaucoup Clément. Bonjour à tous. Alors je ne sais pas, je vais peut-être basculer. Bonjour, merci beaucoup. Ouais, est-ce que vous nous entendez bien? Voilà. Oui, c'est bon, parfait, merci. Super. Bonjour, donc moi je suis Stéphanie Lambré, je suis la chef du service des sports de la région Grand Est. Et voilà, effectivement, je vais vous parler plus particulièrement de toute l'activité économique qui pourrait être générée dans le Grand Est autour de cette dynamique Paris 2024 et des 2 labels, donc Terre de Jeux qui a déjà été évoqué précédemment, et puis les centres de préparation aux Jeux qu'on appelle plus communément chez nous CPJ. Alors, en fait, la région Grand Est, les 10 départements, et on va peut-être rester encore sur la slide d'avant. Pardon. Voilà. La région Grand Est, 10 départements et donc, comme vous l'avez précisé, 120 communes sont déjà labellisées Terre de Jeux 2024. Ils se sont engagés sur à mettre en place différentes actions en lien avec 3 axes principaux qui sont la célébration des Jeux, s'engager autour des Jeux et des valeurs de l'olympisme, mais également mettre en avant l'héritage. L'héritage, c'est-à-dire mettre plus de sport dans le quotidien des Français. Ce label Terre de Jeux leur a permis de candidater à cet autre label qui s'appelle Centre de préparation en jeu pour mettre en avant les équipements sportifs qui répondent à des normes fédérales, à des normes internationales en termes de surface de pratique, en termes de matière, en termes tout ce qui est aspect technique. Donc, il y a des normes très strictes à ce niveau-là qui sont élaborées par les fédérations internationales sportives. Et donc, les collectivités qui gèrent un équipement sportif qui répond à ces normes internationales ont pu être mises en avant dans le cadre de ces labels Centre de préparation en jeu. Donc, sur le Grand Est, comme vous pouvez le voir, oui, on peut passer à la slide suivante. Sur le Grand Est, alors, les chiffres diffèrent. Vous avez évoqué tout à l'heure 62 centres de préparation aux Jeux qui ont été labellisés dans le Grand Est. Nous, on en recense actuellement 57 parce qu'il y en a certains qui sont encore totalement à construire. D'accord, intéressant. Oui. Voilà, donc il y a effectivement des équipements qui existent déjà, qui sont totalement en place, qui nécessitent peut-être
une ou deux mises aux normes parce que les normes fédérales évoluent régulièrement. Il y en a certains qui doivent être rénovés, mais qui ont quand même candidaté, qui ont quand même été retenus tout en gardant les réserves des rénovations à mener. Et il y en a d'autres qui sont totalement en cours de construction. Avec voilà, des travaux qui sont engagés très rapidement parce que forcément, ces équipements doivent être livrés le plus tôt possible. L'enjeu de ces CPJ, ce n'est pas d'accueillir des délégations étrangères forcément pendant les Jeux, mais en amont, 1 voire 2 ans avant, dans le cadre de leur préparation olympique. L'objectif est de pouvoir accueillir, comme on a évoqué tout à l'heure, une équipe de Russie dans je ne sais quelle discipline, voilà, une équipe africaine de basket qui vient un petit peu en repérage en amont des Jeux de Paris 2024 pour s'acclimater un petit peu au contexte français et aux conditions pratiques dans notre pays. Alors, ce label Tête au jeu a permis donc d'identifier... Pardon, je suis désolée, je reprends le fil de mon... Voilà. Alors, la région va essayer de valoriser un petit peu tous ces centres de préparation au jeu en mettant en place un marché d'accompagnement. L'idée, c'est que ces CPJ puissent également permettre de créer toute une dynamique de territoire. C'est-à-dire que dans le cadre de l'accueil d'une délégation étrangère, il y a également toute une animation qui soit créée autour des clubs sportifs locaux, auprès de la population, auprès du grand public, pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute cette idée d'héritage, de mettre un peu plus de sport dans le quotidien des Français. Mais voilà, dans le cadre de ce marché, il pourrait éventuellement être évoqué la possibilité de faire le lien avec les entreprises locales qui pourraient potentiellement être intéressées par les marchés liés à la dynamique Paris 2024, notamment par rapport aux travaux de rénovation des sites, etc. Donc, voilà, on s'est donné un petit peu le premier semestre 2021 pour mettre en place ce marché d'accompagnement des CPJ. Il y a de grandes structures, voilà, de grandes structures, des grands consultants nationaux qui se sont déjà positionnés sur la question. Donc, on pourra éventuellement vous mettre en relation avec le marché qui aura été mis en place pour pouvoir essayer de voir comment on peut associer, voilà, présenter un petit peu toutes les dynamiques locales aux entreprises qui pourraient être intéressées par les différents marchés qui seront lancés dans ce cadre-là. En passant à la slide suivante maintenant. En fait, ce label Terre de Jeux n'est pas forcément le Graal ultime pour accueillir une délégation étrangère et pour créer toute une dynamique. Voilà. Et il y a, si on reprend l'exemple de Londres qu'a évoqué Clément tout à l'heure, en fait, il n'y a qu'un tiers des centres de préparation aux Jeux qui avaient été référencés dans le cadre de Londres 2012. Londres 2012, qui ont finalement accueilli des délégations étrangères. Il y a d'autres délégations étrangères qui, parce qu'ils avaient des contacts dans certains territoires, parce qu'elles avaient déjà des échanges établis avec certaines fédérations, certaines ligues ou certains clubs, se sont installés dans d'autres sites qui n'étaient pas forcément labellisés centres de préparation au jeu. Donc la région Grand Est a souhaité mettre en avant tous ces sites potentiel d'accueil, qu'ils soient labellisés CPJ ou pas, en créant un site internet dédié qui s'appelle donc faites-vos-jeux.grandest.fr. Vous avez l'adresse en bas et j'ai vu qu'elle avait été intégrée également au chat de ce webinaire. Et en fait, l'idée, c'est de justement, par le biais de ce site, de pouvoir identifier tous les centres potentiels d'accueil, toutes les dynamiques territoriales qui pourraient être mises en place autour de Paris 2024. Alors, il y a un référentiel qui est fait par discipline, comme vous pouvez le voir avec la première capture d'écran tout en haut. Donc, toutes les disciplines olympiques sont référencées. Si vous cliquez sur une discipline, vous arrivez sur la deuxième capture d'écran en bas à gauche, avec une cartographie de tous les sites d'entraînement potentiels qui répondent aux normes internationales. Donc que ce soit qu'il soit labellisé CPJ ou pas, puisque ce site internet a été créé il y a 1 an, donc on n'avait pas encore les labellisations officielles CPJ, donc l'idée c'était vraiment de recenser un maximum d'équipements. Il y en a plus de 100 qui sont actuellement référencés et on peut l'alimenter encore régulièrement. Si vous cliquez sur l'un de ces sites d'entraînement, il y a une fiche, donc comme vous pouvez voir avec l'exemple du centre sportif de l'Aube à Troyes. Voilà, il y a une fiche descriptive qui reprend tous les atouts du site, toutes ses références techniques, toutes les normes internationales auxquelles il répond, avec les coordonnées du gestionnaire du site. Et ensuite, il n'y a pas de capture d'écran, mais tout en bas de chaque site, vous avez également le lien vers tous les services
qui sont rattachés à ce site. Parce que forcément, si on accueille des délégations étrangères, ça va être des délégations de 30, 50, 100 personnes. Il y a forcément aussi des services qui vont devoir être développés en termes d'hébergement, en termes de restauration, en termes de sécurisation du site, qui n'est pas forcément habitué à accueillir autant de personnes sur une période aussi longue, parce qu'en règle générale, les délégations viennent pour une semaine, voire 15 jours. Donc, en fait, tous les secteurs d'achat qui ont été développés que vous avez développés, Pia, précédemment, peuvent également avoir des opportunités au niveau local dans le cadre de l'accueil de ces délégations étrangères. Donc, l'idée également, c'est de pouvoir créer une dynamique, une activité économique locale. Vous pouvez vous référencer sur ce site pour voir notamment en proximité de votre entreprise quels sont les sites potentiels d'accueil des délégations et éventuellement vous mettre en relation avec les collectivités locales. C'est elles qui vont engager ces dynamiques de territoire. Et voilà, la région peut aussi s'engager. Sur ce site, il y a une page d'accueil avec des actus, des infos, des bonnes pratiques, etc. La région peut aussi s'engager à communiquer autour des achats responsables auprès des différents acteurs qu'elle a référencés et qu'elle mobilise autour de l'actualisation de ce site. Merci voilà beaucoup. ce que je pouvais dire. Si vous avez d'autres questions, Clément et moi sommes à votre disposition. Merci beaucoup. On n'hésitait pas à repartager les coordonnées ou le point de contact sur le chat. Ces présentations étaient très riches et très concrètes. Je pense que là, on peut appeler ça effectivement faites vos jeux en 2024 en grand test et surtout avant, comme l'a bien présenté Stéphanie. Important aussi de retenir que du coup, ça va donner lieu à pas mal d'opportunités économiques là encore. Donc, on a bien compris qu'il y a cette logique de marchés publics nationaux qui sont directement lancés par Paris 2024 et la Solidéo, mais qu'il va aussi y avoir un certain nombre de marchés territoriaux et cette dynamique qui va être engagée de rénovation, d'animation et que clairement la région n'est pas en reste pour essayer de clarifier et de préparer tout cela. Je crois aussi que si je parle sous le contrôle d'Ophélie Garnier de Réseau Public Grand Est, mais que justement RCP va être aussi un acteur qui va suivre un peu ce sujet-là et essayer de recenser les marchés qui pourront paraître dans le cadre de ces missions et de son savoir-faire. Oui, tout à fait. J'ai réactivé ma caméra, le micro. Effectivement, on va essayer de faire au mieux pour donner de la visibilité à tous les marchés qui vont sortir, qui vont être publiés, ou s'ils ne sont pas publiés, voir comment on peut promouvoir ces marchés auprès des entreprises avec lesquelles on est en connexion. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on doit encore travailler avec Stéphanie, notamment. Mais on va y mettre effectivement de l'énergie. Tout à fait. Et de notre côté, nous, les canaux et ESS 2024, comme on travaille directement avec Paris 2024, ça me permet de faire la transition vers la prochaine partie du webinaire. On travaille aussi avec l'équipe en charge de terre de jeu chez Paris 2024 pour faire en sorte que les valeurs qui vous ont été présentées juste avant en termes d'héritage, en termes de recours et aux valeurs et de l'ESS, en termes de respect de l'environnement, puissent aussi être diffusées dans cette manière de travailler la dynamique terre de jeu et la dynamique autour des centres de préparation au jeu pour justement essayer d'être cohérent jusqu'au bout, quoi. Voilà. Alors justement, il est peut-être temps de présenter qui je suis et pourquoi c'est moi qui anime ce webinaire, effectivement. Donc, on travaille. Peut-être que vous repreniez l'écran par contre. Je veux bien faire la voix off. Normalement, qu'est-ce que vous voulez dire par reprenez l'écran? Parce que normalement, c'est mon écran qui est en train d'être partagé. Non, en fait, c'était soit Clément, soit moi qui apparaissions, mais c'est bon, ça y est, c'est réglé. Ah d'accord, ok, parfait. Bon, merci en tout cas de votre vigilance. Vous avez raison, c'est important parce que de mon côté, tout s'affichait parfaitement. Donc, effectivement, je suis Pia Le Fischer et je suis chef de projet chez ESS 2024. ESS 2024, c'est vraiment l'outil qui a été créé par les opérateurs des jeux au service des achats solidaires et pour faire en sorte de faciliter l'accès notamment des structures de l'économie sociale et solidaire au marché des jeux, tant au niveau national que territorial. On a déjà pu mentionner ou entendre ce matin des plateformes sur lesquelles se référencer. On va vous en présenter une autre, spécifiquement dans le cadre du projet des jeux. On a conscience que ça fait partie des freins et en tout cas des choses auxquelles il faut faire attention du côté des donneurs d'ordre par rapport à la multiplication des outils et du coup au fait que les entreprises n'ont pas forcément le temps de se référencer sur 4, 5, 6 plateformes parce qu'évidemment après il y a aussi d'autres plateformes qui existent. Néanmoins, en général, ça prend
pas beaucoup de temps et ça permet quand même de se faire connaître à peu de frais. Et puis, je vais rentrer dans le détail tout de suite de pourquoi cet outil a été créé dans le cadre des jeux spécifiquement. Et pour cela, je vais arrêter le partage 2 minutes pour vous passer une petite vidéo. Les jeux économiquement et socialement responsables, c'est des jeux pour les gens et construits avec les gens. Concrètement, ça veut dire qu'on va accompagner les entreprises de l'économie sociale et solidaire pour qu'elles puissent accéder au marché des jeux. This is a big event. The whole world comes around it. And in sports, I always say it's a big power. An Olympic gives us an opportunity to use it for social purposes. And Paris Authority for Olympic 2024 agreed to make it happen. Pour concrétiser notre ambition, nous avons décidé de nous rapprocher de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. Et la Maison des Canaux était le meilleur acteur avec lequel s'associer pour le faire. L'entrepreneuriat social, l'économie sociale et solidaire, ce sont avant tout des entrepreneurs qui souhaitent maximiser leur impact sur la société, sur la solidarité, sur la protection de la planète. Ils sont dans tous les secteurs d'activité. Le concept de Mama Yoka, c'est elle embauche les femmes qui l'éloignent au travail. J'ai un salaire fixe, j'ai pris beaucoup de choses ici. Je gère des gens qui ont tous eu au cours de leur vie un accident du travail, un accident de la vie. Il faut les impliquer, il faut leur montrer qu'on a confiance en eux. Tu peux travailler même si tu as un problème de santé, si tu as un handicap de 10%, de 20%, de 80%, tu as une place de travail. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, c'est 10% de l'emploi en France. Le potentiel de développement est énorme. Ça attire la jeunesse, ça donne de l'espoir et ça nous engage vers une économie positive. C'est une économie qui est basée vraiment sur des valeurs sociales communes, le partage, la coopération. C'est aussi un ancrage local et c'est aussi pour ça que ça marche dans les quartiers. Souvent, on pense qu'on n'a aucun impact dans le monde. En réalité, l'impact, on l'a. Il faut vraiment juste décider d'y aller. Nous travaillons très concrètement aujourd'hui dans 2 directions. La première, c'est celle du sourcing. Si on veut générer des innovations sociales, des innovations environnementales, il faut qu'on sache quelles sont les solutions existantes. Le deuxième temps, c'est celui des marchés. Nous allons lancer des marchés à partir de 2020, qui viendront de plus en plus gros jusqu'en 2024, et les structures de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, pourront y répondre. La plateforme que nous avons lancée avec Paris 2024, c'est un site internet, une newsletter, des réunions périodiques. Cela proposera à tous les entrepreneurs engagés de réellement participer au jeu. On est très content de travailler avec Paris 2024. Depuis le début, avec tous les acteurs de Paris 2024, on partage une même ambition, construire un nouveau modèle de jeu. Des jeux qui bénéficient au plus grand nombre et des jeux qui vont révéler le meilleur de la France et toute sa diversité. One thing is imagination, another is practice. How to translate the imagination into real time. So this will be a big challenge, but Paris is ready for it. Take that challenge and make it happen. Avec la Maison des Canaux, Paris 2024 devient un laboratoire d'innovation sociale. Et ça, c'est une démarche inédite. Inclusif. Social. Engagé. Solidaire. Collectif. Ensemble. Accessible. Responsable. Durable. Paris 2024. Paris 2024. Et voilà, merci beaucoup. Je vais remettre les slides. Hop. Ok, normalement tout s'affiche correctement. Donc effectivement, vous voyez dans cette vidéo de présentation qu'on a beaucoup parlé d'ESS. En fait, tout simplement, pour les organisateurs des jeux qui vont avoir du coup le monde, les yeux du monde braqués sur eux et qui n'ont vraiment pas le droit à l'erreur et doivent tout construire très très vite, si en plus il fallait faire attention et mettre tout en place cette politique d'achat responsable et solidaire, ils ont décidé que c'était important de se doter d'outils pour justement pouvoir se charger de ce sourcing et être mis en contact avec ces entreprises et avec ces savoir-faire. Du coup, il y a 2 plateformes. Il y a une plateforme qui a été créée avec le MEDEF qui s'appelle Entreprise 2024, qui est plus spécifiquement dédiée aux TPE et aux PME. Et puis, il y a ESS 2024 qui est plus spécifiquement dédiée à l'économie sociale et solidaire.
Historiquement, ça s'est fait comme ça, ces 2 plateformes. Aujourd'hui, je ne sais pas si on en referait 2. En fait, dans les faits, on travaille beaucoup ensemble, justement dans cette logique de coopération économique TPE, PME, ESS, qui est bien le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Ce qui était important, et c'est peut-être la première chose que je vais dire, c'est que les canaux, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? En fait, les canaux, c'est l'association qui est un peu le bras armé de l'économie sociale et solidaire pour la ville de Paris, qui est donc la ville hôte qui a déposé la candidature des Jeux. Et quand il a été question de savoir quelle serait la place des petites entreprises, et notamment de celle de l'ESS dans cette aventure, et qu'il a été décidé d'aller plus loin que vers juste quelques mesures un peu paillettes, pardonnez-moi l'expression, de RSE et de responsabilité sociale environnementale, mais que vraiment il fallait en fait que les Jeux servent à remplir le carnet de commandes de ces entreprises, fassent travailler le tissu économique français dans toute sa diversité. Du coup, les canaux ont été appelés pour conseiller sur la question de l'ESS, et ensuite, de même que le MEDEF et d'autres partenaires sociaux, et ensuite quand il a été décidé de créer ces outils de mise en lien et d'accompagnement, il était logique que juridiquement ESS 2024 en tant qu'outil, même si financé par les organisateurs des Jeux, soit porté par une structure indépendante, justement pour éviter d'être à la fois jugé partie et de prendre un risque de distordre la concurrence. Donc ça, c'est juste pour l'explication qui est quand même importante dans le cadre des achats et de la mise en place d'une politique d'achat solidaire à connaître. Très concrètement, on propose un certain nombre de services à la fois aux acheteurs, donc aux donneurs d'ordre des Jeux, et à la fois aux entreprises. Du côté des acheteurs, on va leur faire remonter de l'information, donc leur faire remonter de l'information sur des entreprises qui pourraient répondre à leurs besoins. Toutes ces informations vont les aider à prendre les bonnes décisions quant à la manière de passer leur marché, de les rédiger, etc. On les aide à définir la bonne stratégie. Est-ce que là, il vaut mieux aller vers un marché réservé, vers une clause insertion? Est-ce qu'on peut se permettre d'être très ambitieux sur tel marché? Ou est-ce qu'au contraire, on va plutôt allotir et favoriser la formation de groupement parce qu'on sait que sur ce secteur-là, on ne pourra pas avoir une offre sur des marchés réservés qui sera suffisante pour répondre aux besoins des Jeux? Il y a quand même si la volonté politique, comme j'ai dit tout à l'heure, est là au début, il y a aussi tout un sujet d'acculturation. Donc on fait beaucoup de fiches, on fait beaucoup d'événements aussi pour montrer aux organisateurs des Jeux que derrière il y a volonté, il y a des choses très pratiques et très concrètes à mettre en place, et de prouver en fait que ces structures sont capables de bien faire, en plus d'avoir un impact social et environnemental qui soit positif, et qu'on sorte peut-être des derniers clichés qui collent encore à la peau de l'ESS et qui l'empêchent de prendre toute sa part dans l'économie comme elle le devrait. En fait, concrètement, on va jusqu'à aider à rédiger les dossiers, ou en tout cas à critériser, à pondérer, à choisir les bons critères. Et puis à la fin, évidemment, on analyse l'impact de ces marchés pour un peu savoir si on a vraiment servi à quelque chose ou non dans cette histoire. Du côté des entreprises, notre but, c'est vraiment de lever tous les freins qui pourraient empêcher une entreprise de répondre. On est spécialisé dans l'ESS, mais dans les faits, on accompagne tous les jours aussi des TPE et des PME, notamment dans cette logique de formation de groupement, pour que ces entreprises puissent se positionner sur des marchés un peu plus volumineux qu'elles n'auraient pu le faire si elles avaient été toutes seules. Concrètement, quand je dis lever les freins, ça veut dire diffuser l'information au bon moment et aux bonnes personnes, parce que les entreprises n'ont pas forcément le temps de faire une veille spécifique sur les marchés, d'autant que, à part là, on a la chance en Grand Est d'avoir des outils spécifiques qui le facilitent, mais ce n'est pas du tout le cas dans toutes les régions, et au niveau national, il n'y a pas une seule plateforme qui recense tous les marchés, toutes les opportunités d'un coup. Malheureusement, ça n'existe pas. Et puis ensuite, on va répondre à leurs questions juridiques et techniques. Si jamais, en fait, c'est des entreprises qui sont intéressées mais qui ne connaissent rien à la commande publique, qui n'en ont jamais entendu parler, on a aussi créé des fiches ressources pour comprendre comment ça marche, plus la base. Et là, je sais qu'il y a aussi des acteurs locaux, par exemple en Grand Est, qui peuvent vous aider sur ces questions-là, des opérateurs de l'ESS, réseau commande publique, je suis sûre qu'ils pourront aussi répondre à quelques questions. Et puis ensuite, concrètement, on essaye de voir de quoi vous avez besoin en tant qu'entreprise pour remettre une réponse convaincante. Si c'est d'être mis en lien, notamment, c'est souvent le cas avec d'autres entreprises, alors on va aller voir dans notre base de données ou aller chercher l'entreprise avec laquelle ça serait intéressant de s'associer. Après, évidemment, c'est la tambouille interne, on va dire, aux entreprises qui décident de collaborer entre elles. Il y a un vrai travail de confiance à créer, il y a un vrai travail de répartition des tâches, mais nous, on opère juste cette mise en relation. On ne peut pas non plus trop interférer parce qu'après, il y a des enjeux de confidentialité.
Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de vraiment, à la fois du côté des ESS, leur permettre de se positionner sur des opportunités auxquelles elles n'auraient pas forcément eu accès sinon, et du côté des PME et des TPE, de leur proposer du coup d'offrir une offre plus riche, plus différenciante. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, à offre égale, finalement, c'est celle qui est le plus ESS, ou en tout cas qui va créer le plus de valeur sur le territoire, qui va remporter l'offre. Donc on a des exemples déjà de groupements qui ont bien fonctionné. On a un groupement interrégional avec une coopérative d'Île-de-France et une PME de Nouvelle-Aquitaine qui se sont associés pour répondre à un marché de Paris 2024 sur la production audiovisuelle et qui ont remporté un des lots. Donc c'est exactement en fait ce que je viens de vous dire pour illustrer cet exemple. La PME est venue vers nous en disant écoutez, on a bien compris que l'ESS c'était pas une blague sur les jeux, donc nous on s'y connaît pas trop, mais on sent que ça peut être un atout dans notre candidature, comment vous pouvez nous aider? Et puis du côté de la coopérative d'Île-de-France, ils étaient super contents parce qu'en fait ils ont pu se positionner sur un marché auquel ils n'auraient pas eu accès sinon. Et ce qui est intéressant aussi, et quelque part ça rejoint peut-être un peu cet aspect de jeu démonstrateur que je mentionnais également tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui ces entreprises qui ont collaboré une fois continuent à travailler ensemble. C'est-à-dire que ces consortiums, dès lors qu'ils sont activés, ils peuvent être positionnés sur d'autres opportunités qui ne sont pas forcément liées au jeu, mais qui sont liées à leur secteur d'activité. Ça, je pense que c'est important à retenir parce que du coup, l'effort qui est fait en amont pour créer ces coopérations économiques et les générer, ensuite, ça peut avoir un effet, un impact démultiplié. Voilà. Pour favoriser les groupements, sachez qu'on a aussi des fiches pour vous aider, que vous pouvez retrouver sur notre site internet sur justement, mais c'est quoi un groupement? Qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que je veux créer une structure juridique ad hoc? Non, pas forcément. Et puis dans tous les cas, si c'était le cas, on vous accompagne à le faire aussi. Et puis, on organise maintenant effectivement un peu moins, mais le dernier s'est fait justement en webinaire, des rencontres en fait, d'entreprises qui se sont associées dans le cadre de la création d'une joint venture sociale, donc c'est-à-dire d'une structure juridique à impact social ad hoc à partir d'une entreprise classique et à partir d'une ESS, de groupements momentanés pour répondre au marché. Et tout ça, ce sont des témoignages très concrets d'entreprises qui viennent vous expliquer ce qui marche pas et comment faire mieux, et dont vous pouvez aussi vous inspirer pour vous lancer dans la démarche. Concrètement, cette double méthode d'accompagnement, tant aux acheteurs qu'aux entreprises, elle se base sur un outil qui est notre base de données qualifiée. Base de données parce qu'aujourd'hui, on a 2000 structures, quasiment autant de SS que de TPE et PME qui viennent de partout en France dedans, avec une grande diversité de statuts et puis une grande diversité de tailles. Ça va du grand groupe à l'entrepreneur solo. Beaucoup de familles d'achat représentées et puis surtout, on arrive à regrouper un certain nombre de données économiques classiques pour chacune de ces entreprises, mais aussi des données qualitatives sur leurs références, sur quoi elles ont travaillé, sur de quoi elles ont besoin, sur quelle est leur prochaine étape de développement, etc. Ça passe par beaucoup de temps au téléphone, beaucoup de rendez-vous avec ces entreprises, mais pour être sûr que quand en fait on va les positionner sur un marché, c'est pour de bonnes raisons. C'est pas juste parce qu'on a vu menuiserie dans un annuaire, c'est parce qu'on sait qu'elles ont déjà bossé sur de l'infrastructure temporaire, qu'elles savent fonctionner de telle manière, qu'elles connaissent telle entreprise ou qu'on va pouvoir les mettre en lien avec telle PME pour former un groupement. Bref, en fait, c'est un peu là, c'est un peu le cœur du réacteur, notre base de données, parce que c'est là qu'on va chercher toute l'information qui nous permet de vraiment créer des groupements efficaces ou en tout cas de faire vraiment accéder au marché les entreprises petites et moyennes, dont celle de l'ESS. Et puis c'est là aussi qu'on va chercher et puiser l'information pour conseiller les donneurs d'ordre. Du coup, on a besoin de vous pour contribuer à faire fonctionner cette base de données et du coup favoriser in fine les achats solidaires ou en tout cas le positionnement des ESS et des petites entreprises. Et pour ça, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez diffuser le message de ESS 2024. On a des outils de communication clés en main que vous pouvez partager sur le sujet. Et puis, si vous êtes une entreprise, quelle que soit votre taille, quel que soit votre statut juridique, on vous invite très fortement à vous référencer sur ess2024.org. Ça prend 2 minutes, on vous demande juste vos coordonnées, votre secteur d'activité, c'est un menu déroulant. Et puis ensuite, du coup, ça vous permet de recevoir toutes les informations
sur les marchés. Et puis, si jamais vous n'avez pas le temps de les lire, ça veut dire que vous êtes référencé dans notre base de données. Donc, en tant qu'entreprise, si jamais une opportunité vous concerne, vous recevez en direct un mail personnalisé avec une proposition de réponse, avec le marché vulgarisé, analysé avec ses exigences et les conditions demandées, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est important pour notre travail. Et puis, encore une fois, on a conscience du frein, du fait que ça fasse beaucoup de plateformes à la fois. Mais là, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis, on essaie de vous contacter que si vous avez vraiment une chance, quoi. Voilà, on essaie de ne pas vous faire perdre de temps. Là, vous retrouvez concrètement ce que je viens d'expliquer, mais sur une petite frise. Donc, en gros, comment on accompagne les acheteurs en amont et puis ensuite, comment on accompagne les entreprises depuis la diffusion ciblée des marchés qui les concernent, l'accompagnement à la constitution de réponses. Ensuite, on attend la réponse. Si jamais ça marche, on va jusqu'à accompagner le lauréat dans l'exécution du marché pour éviter un effet contre-productif qui aurait été de l'amener jusqu'à la victoire, entre guillemets, et après de le laisser tomber justement quand il est face à un enjeu de développement inédit. Et donc, il doit trouver des sous-traitants ou des nouvelles sources de matière pour construire ce qu'il a à construire, etc. C'est particulièrement vrai dans le domaine environnemental, où quand on réfléchit à des thématiques comme la construction biosourcée ou la gestion des déchets, il y a des vrais enjeux d'exécution ensuite. Pareil, ça je l'ai déjà dit, référencement, newsletter, nos réseaux sociaux, on est sur Twitter, LinkedIn, donc n'hésitez pas à nous suivre et à suivre les infos parce que toutes les informations sur les marchés passeront par là. Et encore une fois, ces outils, je ne vous dis pas juste ça pour faire de la pub, l'idée c'est qu'on puisse vraiment jouer ce rôle de connecteur des entreprises et de connecteur des entreprises au marché. Donc ça peut paraître un peu trivial, mais favoriser les coopérations économiques, ça passe beaucoup par là. Je regarde juste dans la conversation s'il y a des petites questions qui ont été posées. Je suis en train de vous quitter. Les outils COM sont-ils disponibles sur ess2024.org? En partie, les messages, oui. Sinon, Valérie, on vous les refera passer. Je suis ravie que vous soyez présente pour suivre le webinaire, en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, je reprends l'argument pour terminer que présentait Ophélie Garnier tout à l'heure. À un moment, il faut aller rencontrer. Alors, bon, du coup, là, je suis désolée, on est à distance. Je suis dans un bureau à Paris, mais on aurait été ravis de venir en Grand Est. C'était prévu d'ailleurs. On aurait dû faire cet événement à Reims aujourd'hui, mais finalement, ça n'a pas été possible à cause des mesures du confinement. Mais on organise des rencontres un peu partout en France, justement pour informer les entreprises de ce qui est fait, pour essayer de montrer comment on peut les accompagner et surtout pour les sourcer et donc les faire accéder aux opportunités des jeux. Donc, ça passe notamment par la tournée ESS 2024, à laquelle on associe notamment des partenaires comme Réseau Commande Publique, qu'on remercie encore d'être avec nous aujourd'hui, ou la CRES, donc là, pareil, que je remercie encore à nouveau bien chaudement pour l'organisation des 48 heures de l'achat responsable, mais aussi par des actions communes avec les partenaires et sponsors des jeux, comme le groupe bancaire BPCE, premier partenaire premium des jeux qui organise des événements dédiés à ses clients et prospects et avec qui on sera la semaine prochaine également en webinaire. Ça commence à marcher. Je dis ça pour essayer de vous montrer que ça vaut le coup. Ces coopérations économiques, ça commence à marcher puisque au total, aujourd'hui, on a 60% des lauréats des marchés des jeux, pas que grâce à nous, hein, j'aurais pas cette présomption-là, mais quelques-uns grâce à nous quand même, qui sont des TPE, PME, ESS tout confondus. Et parmi eux, on compte 116 lauréats ESS qui viennent de différents secteurs, qui ont différents statuts et qui ont répondu soit seuls sur des petits marchés, par exemple de gré à gré, soit à plusieurs, notamment en groupement. Donc, la dynamique est lancée. Pour l'instant, elle a l'air de commencer à porter ses fruits. Dites-vous, ce qu'il faut retenir là, c'est qu'on est vraiment un outil au service de la politique des achats solidaires et qu'aujourd'hui, cette dynamique qu'on a lancée autour des jeux et ce modèle autour des achats solidaires, si on invite la région à venir discuter avec nous du sujet, si on invite le réseau commande publique, c'est justement parce qu'on cherche à faire en sorte de la développer et qu'elle puisse se propager ou en tout cas qu'on puisse l'améliorer au-delà du sujet des jeux. Donc, encore une fois, merci à tous nos partenaires locaux de s'associer avec nous dans ce travail-là. Et puis, on espère pouvoir travailler avec de plus en plus de collectivités à l'avenir sur le sujet terre de jeu pour que justement tous les marchés qui soient publiés soient aussi dans cette logique d'achat responsable et solidaire. D'abord au niveau de terre de jeu et puis, on l'espère, de plus en plus loin.
On va passer à la dernière, on est un peu en retard, c'est lié aux problèmes techniques du début, et au fait que j'ai sans doute été, un peu bavarde, pardonnez-moi, mais on va passer à une partie, dernière partie extrêmement intéressante et on a beaucoup de chance, de pouvoir accueillir aujourd'hui, Lapey, qui va justement nous parler, de ce que ça veut dire, que collaborer, justement travailler pour un grand groupe, que justement faire sa place, en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire, en tant qu'ESAT plus précisément, pour justement, travailler pour les Jeux. Est-ce que Monsieur Sergent est là? Cette fois-ci, je ne crois pas m'être trompée. Oui, je suis là. Bravo, merci beaucoup d'être avec nous. J'arrête le partage pour vous mettre en vedette. Voilà, normalement, c'est OK. Est-ce que, du coup, vous pourriez nous présenter votre structure, s'il vous plaît? Oui, brièvement, effectivement. Donc, nous sommes une association dans l'accompagnement du handicap sur 2 départements, le département Aubois et la Haute-Marne. On fait à peu près 1500 accompagnements jour et plus de 1000 salariés. Et on a 3 secteurs d'activité, enfants, adultes, et un gros secteur d'activité avec l'aide par le travail, avec 5 ESAT, avec plus de 500 travailleurs d'ESAT dans ces 5 ESAT, et une entreprise adaptée où on a à peu près 70 salariés d'entreprise adaptée. Donc là, aujourd'hui, c'est plutôt le secteur aide par le travail qui nous intéresse. Et donc, on a de multi-activités, des multi-partenariats avec des différentes structures, parce qu'on fait aussi bien de la blanchisserie industrielle, de la cuisine centrale, de la menuiserie, du ménage, de la restauration. Enfin voilà, on a de multiples activités. Et donc, une association qui est sur un territoire de la zone sud de la Champagne-Ardenne et sur 2 départements, donc une APUI, APUI Aube, qui a fusionné en 2018 avec la Haute-Marne pour être sur un territoire plus large. Très bien, merci beaucoup. Et alors, du coup, quel est votre rapport à la commande publique? Est-ce que c'est un rapport sain ou un rapport passionné, un rapport difficile? Racontez-nous un peu comment est-ce que vous répondez à des marchés, par exemple? Ah bah, ça nous arrive, oui, effectivement. Donc, bon, passionné, je dirais pas jusqu'à ce terme-là, mais sans aucun doute. On apporte notre pierre à l'édifice de toute façon. Donc, nous recevons aussi des fonds, des financements de différents financeurs, de ARS et conseils départementaux, pour ne pas les citer. Et puis, on répond aussi à certains types de marchés en fonction des particularités et des spécificités ou des compétences qu'on peut amener à certains marchés aussi. D'accord, OK. Est-ce que vous avez des difficultés, pour répondre, à ces marchés? Comment vous fonctionnez en général sur le sujet? Bon, des difficultés, l'avantage, c'est qu'on a une structuration puisqu'on est assez bien structuré de par notre taille en termes d'association, puisqu'on a quand même une grosse activité et une association avec un certain budget. Donc, ça nous permet d'avoir une structuration assez importante. Donc, on est en capacité d'avoir une réponse adaptée à différents champs. Donc, notre taille nous permet aussi d'avoir une force de frappe en termes de réponse. D'accord, OK. Merci beaucoup. Je vous en Si, prie. vous deviez donner juste un conseil à une structure, qui aurait du mal à se lancer, sur ce type d'opportunité, qu'est-ce que vous pourriez lui dire en tant que Un conseil déjà l'audace, parce qu'il faut y aller, il faut s'engager. Nous, on s'est structuré aussi, là aussi, bon, on a mis en place des nouveaux postes chez nous, ce qui est pas très fréquent dans certaines associations de notre typologie. On a recruté un poste de chargé d'affaires qui développe des réseaux, des partenariats, qui participent aux réponses dans ce genre de choses. Donc, il faut savoir aussi, nous, se structurer en interne pour pouvoir répondre. Mais on a tout à fait, pour beaucoup, la possibilité de répondre et de trouver d'excellents partenariats à faire. Donc, il faut y aller. Est-ce que justement vous pouvez nous parler un peu de ces partenariats, que vous nouez et de ces collaborations et puis dans le cadre de quel projet cela se fait? Je peux tout de suite évoquer le sujet avec un partenariat fort qui est en train de se faire avec le Coq Sportif. Avec plaisir. Voilà, je crois que ça intéresse aussi avec le sujet des Jeux Olympiques. Donc, l'avantage, c'est un sujet fort avec le Coq Sportif qui est en train de se nouer avec un gros partenariat.
Alors, c'est la rencontre aussi avec une entreprise qui a une forte philosophie vertueuse, aussi bien socialement, écologiquement qu'économiquement, le Coq Sportif, donc ça aide aussi, et avec notre environnement du champ du handicap. Et ils ont un souhait fort de développer l'inclusion et l'apprentissage. Et ça s'est fait aussi avec la situation, paradoxalement, du premier confinement, où nous sommes venus en soutien à l'aide de la réalisation de masques. Et de là est en train de naître un véritable partenariat avec différents champs, puisqu'on intervient déjà pour une première partie de Team Sport, hein, avec la personnalisation des équipements sportifs, avec nos travailleurs d'ESAT, avec une activité qui se lance actuellement. La mise en disposition, parce que l'avantage que l'on a, c'est que nous sommes sur la philosophie d'une proximité. Donc, le Coq Sportif est dans le département Aubois, donc nous sommes à vol d'oiseau. On a une entité qui est à 500 mètres de leur site. Donc, nous mettons à disposition une équipe de travailleurs d'ESAT sur site à Romilly-sur-Seine avec des tâches de logistique. Et puis un assemblage de claquettes, hein, dans leur atelier et dans nos ateliers, donc avec d'autres partenariats qui sont amenés à se développer dans le cadre de l'approche des JO 2024. Donc l'avantage de la proximité est un réel atout, et aussi la naissance d'un partenariat fort entre une entreprise absolument ouverte et vertueuse et une association qui cherche à développer les partenariats pour apporter de l'activité intéressante, gratifiante aux différents travailleurs des AT, voire des salariés de l'entreprise adaptée. C'est super concret et merci beaucoup. Donc justement, ce qui est intéressant là dans cette collaboration, c'est qu'on a le Coq Sportif qui est donc partenaire des Jeux en matière d'équipement sportif, donc un partenaire privé, mais qui sur un grand projet national va avoir besoin d'acteurs avec lesquels travailler, et c'est aussi l'occasion pour les structures de l'économie sociale et solidaire ou pour les petites entreprises de collaborer et de se positionner à ce moment-là. C'est aussi par ce biais-là que se joue et que se réalise cet objectif des jeux démonstrateurs. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu concrètement comment ça se passe au quotidien ? C'est formidable, parce que c'est vraiment la rencontre. On répond complètement à leurs attentes, de par notre réactivité, de par les travailleurs des AT qui s'investissent complètement dans l'action. Et puis pour les travailleurs des AT, quelque part, c'est une activité qui est extrêmement intéressante, qui leur plaît, qui donne un atout extraordinaire au fonctionnement. Et puis là, on est vraiment en partenariat avec une structure, le Coq Sportif, qui imagine, confectionne des tenues qui accompagnent les épreuves et les exploits des joueurs de rugby, de football. Donc, c'est extrêmement intéressant dans le mode de fonctionnement. Et l'avantage, c'est qu'on a une capacité à réagir vite dans notre mode de fonctionnement, avec des travailleurs des AT qui s'investissent, qui se reconnaissent aussi dans ce cadre-là, qui mettent les tenues même en dehors de leur activité du Coq Sportif. Donc, il y a un jeu win-win, hein, un jeu gagnant-gagnant entre les deux parties. Et on s'inscrit pleinement dans ce développement en prévision des JO 2024, oui, sur le territoire. Voilà, et vous êtes aussi la preuve que les opportunités économiques des Jeux ne sont pas réservées aux structures d'Île-de-France. Exactement. Qui, de toute façon, ne suffiraient pas à répondre à l'ensemble des besoins des Jeux. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Je vous en prie. Et on a une petite question parce que votre intervention intéresse beaucoup. Peut-on avoir les coordonnées mail de Monsieur Sergent pour envisager des coopérations IAE, ESAT, EA dans les 2 départements, s'il vous plaît? J'en prie, vous pouvez diffuser mon mail, effectivement. D'accord, bon, merci beaucoup, c'est génial. Avec plaisir. On attend de vos nouvelles pour avoir la suite de cette collaboration, et puis n'hésitez pas aussi à nous donner des nouvelles pour que nous, on puisse mettre en valeur tout ce que vous avez fait, certaines de vos réalisations, etc. C'est important pour nous, ce genre de témoignage. Oui, je pense qu'il y a des vraies logiques de territoire aussi, avec des entreprises qui sont déjà installées, et je pense que nos associations doivent prendre le parti de s'engager dans les contacts, dans les prises de contact à ce niveau-là, parce qu'il y a de très belles choses à faire.
Ouais. Et bah, du coup, on espère aussi aider à cette logique-là avec l'ensemble de nos partenaires locaux, dont Madame Bèche qui a posé la question fait partie en représentante du monde de l'insertion par l'activité économique. Donc ça passe par les partenaires locaux auxquels vous êtes rattachés, par les réseaux territoriaux comme vous l'avez souligné, et puis par ess2024.org sur le sujet des jeux, en espérant que ça soit le début et le prétexte d'un certain nombre de collaborations. Oui. Merci encore. 10 minutes de retard, je vous propose de conclure. Clémentine, est-ce que toi qui as suivi les sondages qui se sont déroulés un peu tout au long de ce webinaire, est-ce que tu veux peut-être conclure en nous parlant des résultats de ces sondages? Est-ce que ça dit? Alors oui, effectivement, on vous a posé tout au long du webinaire quelques questions dans la partie sondage, avec des réponses assez intéressantes, notamment concernant le profil des personnes qui ont suivi ce webinaire, majoritairement des entreprises, pas mal de SS, mais aussi des TPE, des PME, des indépendants, des collectivités, et puis évidemment des réseaux. C'était à peu près 50-50 sur la question de la réponse à un marché public et même sur le fait d'avoir déjà gagné un marché public. Donc ça, c'était assez intéressant parce qu'on est vraiment sur du 50-50. Et puis, on est ravis d'apprendre que la majeure partie d'entre vous n'était pas au courant de toute la dynamique et toutes les ambitions des jeux au niveau national et au niveau local, ce qui nous permet de nous dire que ce webinaire a été utile, du moins on l'espère, et évidemment on reste en contact pour la suite. On vous enverra, j'en profite déjà pour vous dire qu'on vous enverra demain un mail qui récapitule un petit peu les points clés qui ont été évoqués aujourd'hui, et vous proposez évidemment de vous faire connaître comme ça a été répété lors de ce webinaire. Et puis, j'en profite aussi pour vous proposer dès maintenant de prendre la parole pour vous poser vos questions s'il vous en reste, si certains points n'ont pas été abordés ou méritent d'être précisés. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est maintenant, ou sinon ce sera par mail dès demain. Voilà. Oui, donc effectivement, merci beaucoup Clémentine. Les adresses mail des intervenantes, en tout cas des animatrices, ont été remises sur le chat. Vous les voyez apparaître sur la slide également. Et puis, j'ai vu aussi que Monsieur Formel avait indiqué qu'il y aurait des temps de formation à la commande publique organisés courant 2021. Donc, n'hésitez pas à en profiter, c'est important. Voilà. Je reviendrai à vous. Merci beaucoup. Écoutez, il est... Je vais maintenant, en termes de conclusion, s'il n'y a pas plus de questions et parce qu'on est un peu en retard, laisser la parole à Hélène Sarrazin de la CRES Grand Est pour vous remercier et vous dire un petit mot de fin. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci. Bonjour. Au nom de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire Grand Est, je tiens à remercier l'ensemble des intervenants pour ce temps d'échange et de partage qui a été très riche. Donc, merci au Canot pour l'animation, à la direction des achats de la région, à Commande publique Grand Est, au CROSS, et ainsi qu'à l'API. En effet, dans le cadre des 48 heures, nous avons souhaité, pendant 2 jours, de vraiment pouvoir donner des clés, que ce soit aux professionnels ou encore aux particuliers, pour qu'ils puissent développer des achats socialement et ou écologiquement responsables, qui sont de vrais leviers de développement pour nos territoires. Vous pourrez retrouver l'ensemble des supports, mais également des conférences sur le site acheterresponsablegrandest.org. Et vous pouvez retrouver aussi les coordonnées des intervenants. À l'achat responsable, les 48 heures d'achat responsable continuent. À 14 h, nous retrouverons RTES, donc le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, qui nous parlera des SPASER, des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables pour les collectivités territoriales. Peut-être à tout à l'heure, ou sinon à tous, bonne journée.